Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, Fraternité avec Michel de Rosen. Michel de Rosen, bonjour. Bonjour Marc Wielinski. Vous êtes énarque, haut fonctionnaire, chef d'entreprise et vous avez fait paraître ces dernières semaines un livre remarquable et très dense aux éditions Odile Jacob qui a un nom très simple, Fraternité. Fraternité avec un point d'exclamation. Alors, on s'attend pas forcément à ce qu'un chef d'entreprise nous parle de fraternité. C'est pas forcément, je dirais, la préoccupation première qu'on lui attribuerait. J'ai oublié de dire que c'était aux éditions Odile Jacob. Donc, pourquoi ce livre sur la fraternité? Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur l'égalité chez Talandier que nous avons appelé, avec mon éditeur, l'égalité, un fantasme français. J'observe qu'en France, on parle beaucoup de l'égalité et on parle très peu de la fraternité. Alors Victor Hugo l'a bien expliqué quand il a souligné que la liberté et l'égalité sont des droits, alors que la fraternité est un devoir. C'est un peu triste à dire, mais les Français préfèrent leurs droits à leurs devoirs. De la liberté, de l'égalité, ils veulent toujours plus, ils en demandent toujours plus à la République, et la fraternité, ils préfèrent ne pas trop en parler parce que c'est à chacun des Français d'être un producteur et pas seulement un receveur de fraternité. Et donc, en travaillant sur l'égalité, je me suis penché sur la fraternité et j'ai constaté que c'était un sujet souvent oublié, souvent mal compris. J'ai interrogé quelques centaines de personnes. C'est quoi pour vous la fraternité? Et en général, la réponse que j'ai eue était la fraternité, eh bien. Et puis après, les gens donnaient leur définition, qui était soit une définition familiale, mon frère, ma sœur, donc familiale, soit une définition plus rarement philosophique, c'est la relation entre les humains, la fraternité humaine. Et donc, il m'a semblé utile de creuser le sujet. Et en creusant le sujet, j'ai constaté qu'il y a un drame en cours. C'est-à-dire que la fraternité est, dans ce 21e siècle, lentement asphyxiée. Elle est assiégée par des forces puissantes qui sont en train, petit à petit, de l'asphyxier. Et elle n'est pas morte, elle n'est pas sur le point de mourir, mais elle s'affaiblit. Et cette crise de la fraternité, en gros, tout le monde s'en fiche. Ça n'intéresse pas grand monde. Alors, il y a quelques exceptions. Régis Debray, le regretté Jacques Delors, les patrons du magazine Challenge, qui s'y intéressent grâce à Claude Perdriel, et puis ici ou là, évidemment, des gens de bonne volonté, quelle que soit leur confession, mais au total, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la fraternité. Et donc, ce livre, est à la fois un constat, un cri et un appel. Le constat est analytique. J'explique dans le livre quelles sont ces forces qui assiègent la fraternité. J'en identifie 7. D'une part, l'urbanisation. Quand on passe d'un village à une ville, dans un village,
On va revenir sur ces points. Hein. Alors, on va y revenir. Voilà, on va donc, alors, je vais terminer la réponse en disant, j'ai voulu, à la fois, j'ai fait le constat, j'ai voulu le partager, et j'ai voulu ensuite lancer un appel, parce que la fraternité, elle dépend de nous tous. Elle dépend pas seulement des auditeurs de cette émission, mais elle dépend vraiment, quelle que soit la classe sociale, chacun peut décider d'être producteur de fraternité. C'est pas la peine de passer des grands concours, c'est pas la peine de passer des examens, c'est pas la peine de suivre une formation. La fraternité, elle peut prendre une multitude de formes. Un sourire, un partage, un don, un conseil, une bienveillance, un mentorat, un suivi, une tolérance. Et donc chacun peut être fraternel demain. Et mon espoir, c'est que ce livre contribue au réveil de la fraternité en France. Alors vous avez dit tout à l'heure, la devise de l'État français, enfin de la République française, liberté, égalité, fraternité, on a l'impression que ça a toujours été, voilà, que c'est gravé dans le marbre depuis la Révolution française. En fait, pas du tout. Liberté, égalité, vous le montrez, sont venus assez tôt. Par contre, il a fallu quasiment un siècle pour imposer la fraternité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le livre, vous faites la liste un petit peu de toutes les devises, liberté, égalité, propriété, enfin, toutes les devises, il y avait tous les ans, il y avait une nouvelle devise, et elle n'a été, fixée avec la fraternité qu'en 1871. Comment ça se fait qu'on a mis tant de temps à associer la fraternité aux deux autres, liberté, égalité? Alors, si vous le permettez, en réalité, la France a hésité pendant un siècle. Voilà, c'est ça, il y a eu une hésitation sur le... Pendant un siècle, mais pas seulement sur la fraternité, ouais. Sur la devise du pays. Vous savez, souvent en France, les gens croient que nous sommes un peu la lumière du monde, le phare de l'humanité, que nous avons été les premiers à faire des choses formidables. En réalité, c'est pas vrai. Si on prend le droit de vote des femmes, un certain nombre de pays l'ont accordé aux femmes bien avant la France. Si on prend l'impôt sur le revenu, même chose. Il a été décidé par un certain nombre de pays avant la France. Donc, la France a été moins souvent pionnier que ne le croient les Français. Je me reporte à la page 177 du livre, et on voit que pendant les années du Directoire, ça c'est peu connu, la devise nationale était devenue « honneur et patrie ». Qu'ensuite, le Premier Empire, ça a été « liberté et ordre public ». Qu'ensuite, c'est la moins connue de toutes, sous Louis XVIII et Charles X, ça a été « union et oubli ». Il fallait oublier les révolutions tellement... on sent bien, c'est extraordinaire, parce qu'on sent bien ce que voulait, en fait, chaque régime, l'obsession de chaque régime, à chaque fois qui succédait à l'autre. Ouais. Louis-Philippe, ça a été ordre et liberté. Alors, on trouve pour la première fois liberté, égalité, fraternité sous la Deuxième République en 1848-1852. Puis, le Second Empire rétablit ce que Napoléon Ier avait fait avec liberté et ordre public. Et comme vous l'avez dit, c'est seulement en 1871 que la devise est stabilisée. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait erroné pour vos éditeurs de croire que liberté et fraternité étaient acquis et que seule la fraternité était discutée. En réalité, les trois étaient discutés. Mais c'est vrai que quand les constituants, après la Commune, ont dû décider ce qu'allait faire la Troisième République, ils ont très vite décidé liberté-égalité. Ils ont hésité sur la fraternité. Certains disaient pourquoi pas plutôt solidarité. D'autres disaient, plutôt catholiques, pourquoi pas charité. Donc ça a été discuté. Donc la fraternité ne s'est réellement stabilisée qu'après un long débat, des itérations, des hésitations. Et encore maintenant, elle a beau être sur tous nos édifices publics, jusqu'en 1999, elle était sur toutes les pièces de monnaie, aux côtés de ses deux sœurs,
mais au total, elle est souvent oubliée. Oui, mais on a l'impression que la fraternité elle a deux faces. Il y a une face lumineuse qui est on est tous frères, etc. Et puis il y a une autre face qui fait un peu peur. Parce que la fraternité, c'est aussi les coteries, c'est aussi les communautés, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ça peut être un ferment de destruction ou en tout cas d'attaque de la République, de la nation. Alors, puisque vous avez lu le livre, vous avez vu qu'il y a 2000 ans, dans la Rome antique, il y avait ce débat-là. Ouais, c'est-à-dire que la fraternité était perçue comme clanique et comme une menace pour la cité, pour l'unité de la République, et ensuite même de l'Empire. Cicéron a fait quelques-uns de ses plus beaux textes contre la fraternité, perçue comme un risque clanique. Et ce sont les chrétiens qui, à la recherche d'un mot d'ordre, d'un mot, d'une valeur de rassemblement, qui ont choisi une valeur dont l'Empire ne s'était pas saisi, et ils ont choisi la fraternité un peu sur le thème « tous frères en Christ ». Et ça a marché. Je ne dis pas que c'est le seul facteur du succès du christianisme, mais ça a contribué au succès, à l'expansion du christianisme, autour donc, à l'époque, de la valeur de fraternité. Je tiens à dire, puisque je suis reçu ici par votre radio, dans votre émission, qu'ensuite l'Église catholique s'est égarée dans le courant surtout du deuxième millénaire et pendant un certain nombre de siècles. Elle a, à mon sens, perdu son âme, perdu sa direction, avec un souci des richesses, du pouvoir, et avec une volonté répétée de persécution des Juifs. Et ça n'est qu'au XIXe siècle que la fraternité étant donc complètement oubliée. Ça n'est qu'au XIXe siècle que l'Église catholique a découvert ou redécouvert la question sociale et s'est remise à s'occuper des petits et à comprendre l'importance de la fraternité. Et j'observe que c'est le pape actuel, le pape François, qui est le premier à avoir consacré une encyclique à la fraternité. Alors, vous donnez dans ce livre, on va pas évoquer tous les points, mais vous donnez effectivement un certain nombre de points qui sont des racines de la disparition ou de l'étouffement progressif de la fraternité à notre époque. Et il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement assez évidentes. Mais il y en a une qui m'a surprise, vous parlez de l'exode rural et de l'urbanisme ou de l'urbanisation, bon, qui existe depuis un siècle et demi maintenant, enfin, qui a vraiment démarré au milieu du 19e siècle. Et donc, c'est toute la société, l'organisation de la société urbaine qui, finalement, a fait peu à peu pièce à cette fraternité qui était quand même très présente dans les petits villages, dans le monde rural, même s'il y avait aussi des luttes, des combats et des rivalités extrêmement puissantes. C'est un point important pour vous, ça Alors, j'identifie dans le livre 7 forces qui me paraissent, tout en étant très différentes, se conjuguer pour assiéger, asphyxier la fraternité. Certaines sont anciennes, d'autres sont plus récentes. La plus récente, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Quand les réseaux sociaux sont apparus il y a 20 ans, nous avons été nombreux à croire, à espérer qu'ils allaient conduire à un monde plus humain, plus fraternel. Où les gens se parlent, se connaissent mieux, quoi. Où les gens se parlent, surtout où les gens se parlent malgré les différences. Et en réalité, ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils conduisent les gens à se rassembler avec ceux qui pensent comme eux et à s'éloigner des gens qui ne pensent pas comme eux. Si vous permettez, je vais revenir à votre question. Il y a quelques chiffres qui m'ont bouleversé à cet égard. À la fin des années 50, puisqu'aujourd'hui, il y a l'élection primaire dans le New Hampshire, aux États-Unis. À la fin des années 50, quand
des sondeurs professionnels interrogeaient les Américains, un couple américain sur 5, républicain ou démocrate, disait vouloir que leur fille ou leur fils épouse, s'ils étaient démocrates, épouse un démocrate, s'ils étaient républicains, épouse un républicain. Donc 1 sur 5. Il y a quelques années, ce sondage a été répété et le chiffre est devenu 3 sur 5. Plus de 60%. Donc il y a une polarisation de la société. En l'occurrence, il s'agit de la société américaine, mais on voit des signes de polarisation dans d'autres pays occidentaux, notamment chez nous. Pardon. Je reviens à l'exode rural. Dans un village, il n'y a pas toujours de la bienveillance. Il y a quelquefois de la malveillance. Si on relit La jument verte de Marcel Aimé, on voit certaines mesquineries à l'œuvre. Et on en a tous vu dans notre vie. Néanmoins, dans un village, tout le monde se connaît. Je cite dans mon livre le cas de Jean-Marc Sauvé, qui était il y a encore peu de temps le patron du Conseil d'État, qui vient d'une famille d'agriculteurs du nord de la France et qui racontait comment ses parents connaissaient tous les autres membres du village. Sa maman était infirmière et elle soignait, elle aidait tous les gens du village. Et d'ailleurs, il raconte que les frères et sœurs de sa mère ont épousé les frères et sœurs de son père. Donc il y a des proximités très étroites. Dans une ville, en apparence, on est tous rassemblés, mais la ville est un lieu de solitude. Souvent, les voisins ne se connaissent pas, s'ignorent, voire se méfient les uns des autres. Ce d'autant qu'entre son domicile et son lieu de travail dans une ville, il y a souvent une longue distance, contrairement, encore une fois, à ce qui se passe dans un village. Donc, en effet, l'exode rural, le passage d'une vie dans un village à une vie dans une ville, est un facteur de réduction, d'affaiblissement de la fraternité. Alors, vous parlez effectivement d'autres éléments ou d'autres mouvements qui sont plus récents. Et notamment, alors là, on le constate tous, la montée progressive de l'égoïsme et du narcissisme. Alors, effectivement, il y a les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de choses, mais à quoi, à quoi est-ce que vous rattachez ça ? Pourquoi cette montée, finalement, du narcissisme et de l'égoïsme dans des sociétés où on aurait tout intérêt, finalement, à être beaucoup plus solidaire, beaucoup plus fraternel ? Alors, comme chacun sait, le narcissisme est vieux de quelques milliers d'années. Il a été inventé par des penseurs grecs et latins, donc il n'est pas une invention récente. Néanmoins, force est de constater qu'il y a, je crois, 3 forces qui s'épaulent l'une l'autre: le matérialisme, l'égoïsme et le narcissisme. Le matérialisme, c'est avoir plutôt qu'être. Et quand vous êtes prisonnier de la société de consommation, obsédé par le souci d'avoir, c'est pas très loin de l'égoïsme et du narcissisme. J'évoque dans le livre le fait que, s'agissant de l'égoïsme, il est encouragé de nos jours, à la fois par un certain nombre d'économistes et par un certain nombre de psychologues. S'agissant des économistes, souvenons-nous de la célèbre école de Chicago et de l'encore plus célèbre Milton Friedman, qui, je vais simplifier, qui disait « Chacun doit faire son métier. L'entreprise doit produire du profit et c'est aux politiques de bâtir des politiques sociales ou culturelles, excusez-moi, ouais,
En fait, c'était un peu chacun chez soi. L'économiste fait de l'économie, fait gagner de l'argent, des richesses, et c'est aux politiques de s'occuper du social. Alors, Marc Wielinski, c'est Ouais. tout à fait cela. L'école de Chicago trouvait qu'il y avait trop de confusion sur ce que devaient être les objectifs des uns et des autres. Et Milton Friedman et ses amis recommandaient qu'il y ait une séparation des rôles, que les entreprises créent des richesses, créent de la valeur, fassent du profit, et qu'avec toutes ces richesses, ensuite, les responsables de l'intérêt général, les gouvernements, les élus, organisent et mettent en œuvre des politiques sociales et culturelles. Et donc, cette parole des économistes, qui a été incarnée ensuite par Reagan et par Thatcher, a contribué à, on va dire, donner une nouvelle jeunesse à l'égoïsme. Alors, les psychologues s'y sont mis aussi. Alors, en réalité, ça remonte à même quelques siècles. Si vous relisez La Rochefoucauld, La Rochefoucauld était critique de l'esprit de cour. Et dans cet esprit-là, il disait finalement l'individualisme, c'est bien, parce qu'il l'opposait à l'esprit trop courtisan. Et alors, de l'individualisme à l'égoïsme, il n'y a qu'un pas que certains ont franchi. Et aujourd'hui, on lit tous les jours des livres ou des articles qui disent aux gens « Mais arrêtez de vous occuper des autres, occupez-vous de vous-même. Vous êtes votre plus grande priorité. » Alors, je ne veux pas fouetter ceux qui s'expriment ainsi. Je pense que leurs intentions sont respectables et qu'ils ont à cœur de permettre à des gens qui manquent d'assurance d'en construire et de marcher avec un peu plus de fierté dans la vie. Il n'en reste pas moins que ces phénomènes se cumulent et contribuent à ce que l'égoïsme, qui était considéré par nos religions comme critiquable avant, il est maintenant mis sur une sorte d'autel et recommandé même par, encore une fois, les uns et les autres. C'est donc cette montée de l'égoïsme est l'une des 7 grandes tendances que j'identifie qui viennent assiéger la fraternité. Mais alors, cet égoïsme qui est effectivement stimulé par la société, d'où est-ce qu'il vient? Parce que, encore une fois, la société serait plus efficace, et la société et le monde seraient plus efficaces si on baignait dans la fraternité que si on baigne dans le chacun pour soi. Et donc, il y a rationnellement, c'est pas une conduite, l'égoïsme n'est pas une conduite rationnelle. Alors, Marc Wielinski, vous m'avez invité aujourd'hui pour parler de la fraternité. La fraternité, les dictionnaires en donnent des définitions un peu austères, mais clairement la fraternité s'oppose à l'égoïsme. Et donc, nous n'aurons probablement, vous et moi, aucun mal à conclure qu'une société fraternelle fonctionne mieux qu'une société égoïste. Les médecins l'ont montré. Physiologiquement et psychologiquement, on se porte mieux si on est fraternel, si on est généreux, que si on est égoïste et replié sur soi. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et donc la question n'est pas est-ce que c'est mieux d'être fraternel ou pas, la question est plutôt pourquoi la fraternité est-elle en train de s'affaiblir? S'il n'y avait qu'une cause ou 2 causes, l'exode rural ou les réseaux sociaux dont nous parlions un peu plus tôt, mais en réalité, il y en a d'autres aussi, et qui se cumulent et qui font que c'est un phénomène massif et dont j'observe que bien qu'il soit massif, il est très rarement analysé et très rarement commenté. Je me permets de revenir sur le fait que, alors que c'est, je pense, un phénomène d'une grande importance, il n'intéresse pas grand monde,
vous n'avez pas sur vos antennes ou les antennes des radios concurrentes des gens qui disent « Oh là là, la fraternité se meurt ». Et donc, je suis heureux d'avoir l'occasion de dire ici une chose qui me paraît être à la fois importante et rarement évoquée. Parce que la fraternité ne ferait pas d'audience, enfin, ne serait pas reçue comme quelque chose de désirable, c'est ça? Alors, je ne crois pas que ça soit le cas. Je vais vous dire, j'ai reçu sur mon livre 2 types de réactions. Le premier type de réaction, c'est « tu as raison, mais c'est fichu ». Oui, c'est vrai ce que tu dis, me disent des personnages, y compris des personnages considérables, mais c'est fichu, ces forces qui sont à l'œuvre, elles sont tellement fortes, c'est ça le monde du XXIe siècle. Hélas, c'est comme ça. Je dirais que les 2 tiers des réactions sont de cet ordre-là, c'est-à-dire des réactions passives et pessimistes. Alors heureusement, il y a un autre type de réaction plus positif. Je vais vous donner 2 exemples qui m'ont touché le cœur. Un général 5 étoiles, actuellement à la retraite, veuf, donc habitant seul, c'est un ami, je lui ai envoyé le livre. Et alors il m'a dit, je l'ai lu, je l'ai trouvé formidable, et d'ailleurs j'ai l'impression que depuis que ton livre est sorti, que les gens sont plus fraternels. C'est évidemment une illusion, mais ce livre l'a, semble-t-il, aidé à porter lui-même un regard différent sur les gens autour de lui. Deuxième exemple qui m'a touché autant, j'étais dans un taxi et le chauffeur du taxi, congolais, j'étais au téléphone pendant quelque temps, puis quand j'ai terminé ma communication, il m'a dit « Est-ce que je peux vous dire quelque chose ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, oui, oui. » Il me dit « Je vous ai vu à la télévision parler de la fraternité et j'ai trouvé ça formidable. Vraiment, c'est bien ce que vous avez dit, je m'y suis retrouvé, il faut continuer votre effort, etc. » Donc, voilà les 2 types de réactions. Et je crois beaucoup aux chaînes de comportement. C'est-à-dire que si on convainc quelques personnes autour de soi, elles peuvent en convaincre d'autres. Et de fil en aiguille, on peut au total provoquer un mouvement. C'est en toute impudence mon espoir, mon ambition. Alors, Michel de Rosen, je rappelle votre livre, hein, Fraternité, paru aux éditions Odile Jacob. Il y a aussi un phénomène dont on parle beaucoup et qui a une relation très ambiguë avec la fraternité, c'est le communautarisme. Parce que, vous en parlez assez longuement, le communautarisme, ça peut être considéré comme le contraire de la fraternité, mais ou peut-être un trop-plein de fraternité, puisque c'est une fraternité entre communautés, c'est-à-dire des fraternités rivales. Donc, comment est-ce que vous voyez cette relation entre communautarisme et fraternité? Alors, j'essaye dans le livre d'appeler le lecteur à distinguer entre la communauté et le communautarisme. En France, on critique à juste titre les communautarismes. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? C'est ce qui se passe quand une communauté décide de vivre repliée sur elle-même et de refuser les disciplines de la République, de la nation, d'en refuser même les lois et d'en refuser les autres. Le communautarisme est un grave danger pour la République. Mais toutes les communautés ne sont pas communautaristes. Certaines communautés sont au contraire extrêmement respectueuses de la République. J'évoque 3 exemples. Mes grands-parents étaient d'origine russe. Ils sont venus en France après la Révolution. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des Russes blancs. Ils ont créé, eux et d'autres, une communauté de Russes qui habitaient à Asnières. Ils étaient tous ruinés, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont construit une église dans une petite maison d'habitation. Ils avaient des petits boulots. Mon grand-père maternel était brocanteur, il portait des meubles sur son dos. Il était donc travailleur manuel.
D'autres étaient secrétaires, d'autres étaient vendeurs ou vendeuses, d'autres étaient chauffeurs de taxi, etc. Et cette communauté de Russes en France était solidaire. Ils s'entraidaient, ils se donnaient des tuyaux, des informations, ils partageaient la religion orthodoxe, et en même temps, ils étaient insérés dans la République. Un jour de l'immense fierté pour notre famille a été le jour où le frère de ma mère, le frère aîné de ma mère, a été reçu à Polytechnique. Ça a été perçu comme un succès familial, mais aussi un succès de l'entrée de cette communauté dans la France. Deuxième exemple, j'ai un ami qui est le patron d'un grand groupe de distribution français. Et ils ont des magasins franchisés. Et il me disait qu'il y a 50 ans, ces magasins étaient dirigés par des Français. Il y a 25 ans, ils étaient dirigés par des gens qui venaient d'Afrique du Nord. Et maintenant, ils sont dirigés pour la plupart par des gens qui viennent du Sri Lanka. Alors il me dit, il y a une communauté de Sri Lankais en France. Il dit, ils se serrent les coudes, ils s'entraident, ils travaillent 15 heures par jour, ils sont consciencieux, honnêtes, professionnels, et ils se donnent des tuyaux. Quelle école, quel hôpital, quel médecin, quelle sécurité sociale, quelle colonie de vacances, etc., etc. Et au total, c'est une communauté unie, mais c'est une communauté qui rentre aussi dans la République française. Et puis, troisième exemple, parce que quand j'évoque les Russes, on me répond, mais bien sûr, ce sont des Blancs, des Européens, c'est facile. Mais il y a des communautés africaines qui sont elles aussi insérées dans la République. Je prends donc l'exemple des Comoriens. Les Comoriens, eux aussi, s'entraident, se donnent des tuyaux, accueillent ceux qui viennent des Comores et au total sont respectueux de la République. Donc attention à ne pas confondre les communautés et le communautarisme. Sinon, on oublie, on néglige, voire on rejette les communautés qui sont pourtant des sas d'entrée dans la République pour un certain nombre d'immigrés en France. Et alors là, vous faites allusion à des communautés qui à la fois sont dans un système de solidarité, de fraternité, mais dans un but qui est de l'intégration. Et c'est bien ça. Et la différence que vous faites, c'est le communautarisme, c'est-à-dire, en fait, il y a une fraternité ouverte, une fraternité fermée, j'ai l'impression, dans votre discours. Il y a aussi des fraternités fermées, qui sont celles, d'ailleurs, vous évoquez la question des frères musulmans, qui sont là des fraternités non ouvertes sur l'extérieur. Alors, dans un des chapitres du livre, je propose quelques clés de lecture des fraternités. Et pour reprendre votre propos, l'une des clés de lecture d'une fraternité, il y a celles qui sont très ouvertes, qui sont tournées vers les autres, vers le service des autres, par exemple des organisations caritatives, les petits frères des pauvres, ou d'autres, aux plus fermées. Et les plus fermées sont non seulement fermées, mais même hostiles aux autres. Parlons clair, les frères musulmans sont l'exemple d'une organisation qui est hostile aux autres. C'est une organisation, elle n'a de frères que le nom. En réalité, leur but, c'est de lutter contre les Juifs et contre l'État d'Israël, et ils ne sont pas du tout fraternels. C'est une organisation de lutte politique qui n'est pas du tout fraternelle. Et vous avez un chapitre aussi très intéressant sur la fraternité et l'immigration. On a eu il y a quelques semaines un débat à l'Assemblée nationale sur cette question de l'immigration. Et on a l'impression que s'opposaient deux thèses, les gens qui disaient d'une certaine façon faut mettre en avant la fraternité, c'est-à-dire que les gens qui viennent, en gros, des pays où ils ne peuvent plus vivre, où ils sont en danger de mort, parce que quand ils viennent et qu'ils affrontent de tels dangers, c'est qu'ils ne peuvent pas rester, qu'ils sont en vrai danger de mort. Ils préfèrent la mort en mer que la mort chez eux. Et d'autres qui disaient, oui, mais la communauté nationale ne peut pas accueillir l'ensemble de ces personnes. De quel côté, finalement, se trouve la vraie fraternité? C'est pas une question si évidente que ça à répondre. Est-ce que la fraternité, c'est l'ouverture totale à l'autre,
Ou est-ce que la fraternité, on maintient d'abord quelque chose de fraternel et on absorbe les autres de façon progressive? Alors, ce débat est redoutable. Et s'il était simple, ça se saurait. S'opposent en effet deux logiques. Une logique, on va dire, idéaliste, qui conduirait à accueillir tous les pauvres du monde, et puis une logique, on va dire, nationale, qui réfléchit plutôt à la capacité d'absorption d'un pays vis-à-vis des immigrés et les facteurs qui peuvent être des facteurs de désunion au sein d'un pays si trop des concitoyens sont d'origine telle qu'ils ne vont pas spontanément respecter les valeurs et les règles de la République. Alors, c'est un grand débat. Comme vous l'avez lu dans le livre, personnellement, je pense qu'à la fin des fins, l'État doit jouer son rôle. C'est-à-dire que ce qu'on attend de l'État, et donc du gouvernement qui sert l'État, c'est qu'il assure l'unité de la nation. Et donc, ça veut dire, Rocard l'avait dit brillamment, chacun s'en souvient, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part, avait-il dit. Mais ça veut dire que l'État doit s'occuper de mieux intégrer ceux qui sont là, mais de mesurer le nombre d'immigrés qui rentrent pour s'assurer que ceux qui rentrent à la fois en nombre et en origine soient intégrables dans le pays. Car s'il y en a trop, on ne pourra pas les intégrer, et ce sera mauvais pour eux et mauvais pour le pays. Mais, puisque vous avez lu le livre, j'évoque jusque-là, ce que je viens de dire est assez banal. Mais j'évoque une autre idée qui me semble-t-il l'est moins, c'est que nous sommes un pays très vertical, dans lequel, quand survient un problème, le réflexe des gens est de regarder là-haut, vers l'État, et de se demander que fait l'État, et en général d'ailleurs de critiquer ce que fait l'État, quoi que fasse l'État. Nous sommes un pays vertical. Au lieu, quand un problème survient, de se tourner vers sa gauche ou vers sa droite et de se demander qu'est-ce que je peux faire moi et qu'est-ce que je peux faire avec mes voisins, mes copains, mes amis. Et si l'on veut bien considérer que c'est une attitude respectable, s'agissant par exemple des immigrés, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui, plutôt que de tenir des propos martiaux dans un sens ou dans un autre, font des choses. Par exemple, j'ai des amis qui accueillent chez eux des immigrés, qui les accueillent, des immigrés qui, du coup, habitent chez eux pendant 1 an, pendant 2 ans. Le temps d'apprendre la France, d'apprendre le français. J'ai des amis qui font ça notamment avec des réfugiés afghans, depuis les événements d'Afghanistan, et qui permettent aux Afghans qu'ils accueillent d'apprendre le français, d'apprendre la France, et ensuite de se préparer à vivre de façon autonome. Donc mon message là est que l'immigration n'est pas qu'un sujet de débat, c'est aussi un sujet où chaque Français peut faire quelque chose. Oui, mais on a bien vu dans les débats que, et là je m'adresse aux fonctionnaires, l'État a quand même tendance, l'État c'est des politiques aussi, et ils ont quand même tendance à aller dans le sens de l'électorat, et que l'électorat, pour l'instant, ne va pas forcément dans le sens de la fraternité, et va plutôt dans le sens de la protection de la communauté nationale. Appelons les choses comme ça. Alors, l'électorat, sur ce sujet comme sur d'autres, il est composite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait dans le pays une sensibilité majoritaire sur une restriction de l'immigration. Heureusement, les responsables politiques, leur métier n'est pas que de lire des sondages et d'obéir aux sondages. Mais, comment dire, en France, peut-être plus qu'ailleurs, les responsables politiques ont tendance à faire ou à dire
ce qu'ils pensent que les Français ont envie d'entendre. Et puis d'autre part, pour montrer qu'ils sont actifs, ils pondent des lois et des décrets. Les débats récents ont rappelé le nombre de lois qu'il y a eu à la fois sur les sujets d'immigration et sur les sujets de sécurité, qui sont reliés quelquefois et pas toujours. Il y a eu beaucoup de lois, beaucoup de textes. Je recommande personnellement qu'il y ait sur ce sujet plus d'attention portée à « et alors on fait quoi ?» mais pas seulement en termes de textes législatifs, mais en termes d'actions concrètes. On voit bien, par exemple, que quand les administrations décident qu'un immigré doit être reconduit dans son pays, on voit bien l'immense difficulté que rencontre la France à implémenter ce type de décision. Voilà un sujet concret qui n'est pas un sujet législatif, c'est un sujet d'action. Je recommanderais qu'il y ait moins d'attention portée aux débats législatifs, aux débats politiques qui sont quelquefois caricaturaux, et qu'il y ait plus d'attention portée à comment on fait pour que les décisions prises par le Parlement et le gouvernement soient suivies d'effet. Michel de Rosen, ça sera ma dernière question. Elle est simple. Est-ce que vous êtes seul à prêcher dans le désert? Est-ce que vous êtes seul à prêcher pour la fraternité, ou est-ce que vous avez l'impression que quand même ce mouvement existe en France, dans le monde, qu'il y a des forces qui pourraient développer, voire imposer la fraternité dans les années qui viennent? Ou est-ce que, comme les 2/3 de vos correspondants l'ont évoqué, la fraternité c'est super, mais c'est foutu? Alors, il y a des raisons d'être pessimiste sur le sujet, parce que les forces qui viennent affaiblir la fraternité dans le monde contemporain, elles sont profondes. Par exemple, le narcissisme dont on a à peine parlé aujourd'hui, il est bien là, on le voit tous les jours. Le narcissisme, c'est moi, 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 je pense à moi. Il y a un autre visage du narcissisme, ou un autre visage de l'antifraternité, c'est le E. C'est la faute des autres. Quand M. Mélenchon dit que tout ça, tous les problèmes, c'est la faute des riches, c'est la faute de la classe dirigeante et qu'il faut tous les dégager, c'est une forme de non-fraternité. Quand Mme Le Pen dit que c'est la faute des immigrés et que sans les immigrés, les problèmes de la France seraient résolus, c'est du c'est de l'antifraternité. Donc aux deux extrêmes de notre arc politique national, on voit des signes de non-fraternité. Je reviens à votre question. Il y a des raisons donc d'être pessimiste. Et je ne vais pas les réévoquer toutes ici, elles sont dans le livre. Ce qui me rend fondamentalement optimiste sur le sujet, c'est les deux éléments suivants. Premièrement, le fait qu'il y a en France une foultitude d'associations, les unes grandes, les Restorants du Cœur, ou bien d'autres, et puis beaucoup de petites, qui font des choses formidables. Ça veut dire que les Français sont capables de faire preuve de fraternité, et pas seulement dans leur discours. Et puis la deuxième chose qui me rend optimiste, c'est que dans les jeunes générations, par rapport à ma génération, dans ma génération, finalement, on ne pensait pas beaucoup. On se disait à la fin des études, on va travailler, on va faire du mieux possible. Et on ne s'interrogeait pas tellement sur le sens des choses. Je trouve que les jeunes générations, la génération de mes enfants, et même petits-enfants, ce sont des générations qui ont plus le souci de s'assurer que ce qu'ils font, ce qu'elles font, est bien, va dans le bon sens, est bien pour la planète, est bien pour la société, est bien pour les autres. Donc je sens une fraternité qui s'affaiblit, mais en même temps, un appétit, un besoin de fraternité qu'on voit un peu partout. Et je pense qu'il y a donc une chance, pas une certitude, mais une chance que cet appétit de fraternité
se traduisent par une France plus fraternelle. C'est évidemment mon vœu le plus cher au terme de cette émission. Et je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler de ce sujet capital pour l'avenir de notre pays. Merci Michel. Alors je rappelle le titre de votre livre, Michel de Rosen, Fraternité, avec un point d'exclamation, aux éditions Odile Jacob. Michel, merci d'être venu à Pile-Poule. Merci Marc Wielinski de m'avoir invité. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.